Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Live de l'expert sur la thématique du ROI de la formation. Quelle méthode employer pour bien le calculer? Je suis en compagnie de Thierry Vaudelin, chef du département formation de Manpower et également président du groupe GARF Challenge, et de Pascal Chartrain, consultant expert en formation. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc démarrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est selon vous la meilleure méthode d'évaluation des acquis à l'issue d'une formation? Et y a-t-il un dispositif spécifique à mettre en place? Alors, il y a plein de méthodes et effectivement, le sujet de l'investissement, le retour d'investissement sur la formation, on en parle depuis plus de 20 ans. Donc, c'est un sujet qui est connu, archi connu, et pas toujours utilisé par les entreprises. Et déjà, un point de démarrage, c'est qu'on parle d'investissement sur la formation et non plus de dépenses. Donc, déjà, c'est un point à noter. Alors, moi, j'ai noté 3 logiques d'évaluation sur le domaine de la formation. Selon si on se situe du côté opérationnel, logique d'évaluation opérationnelle, selon si on se situe du côté ressources humaines, RH, et selon si on se situe d'un point de vue qualité. Si on se situe d'un point de vue opérationnel, c'est qu'est-ce que la formation apporte au niveau de l'activité. Du côté RH, c'est qu'est-ce que la formation apporte aux salariés. Est-ce que c'est l'évaluation sanction? Quelles sont les compétences qui ont été développées? Et au niveau qualité, c'est l'évaluation de la formation elle-même, de l'action de formation. En fonction de ces logiques d'évaluation, on va se situer à 3 niveaux. En amont de la formation, pendant la formation et à l'issue de la formation. Du côté opérationnel, en amont de la formation, on va d'abord définir les effets attendus. C'est quels sont les objectifs de la formation en termes d'opérationnalité et les effets dérivés de la formation. Et on va également y définir des indicateurs de réussite. Pendant la formation, on va évaluer des signes d'adhésion des stagiaires. C'est-à-dire on va au quotidien, le formateur va observer chez les stagiaires, va les sonder par des votes, des quiz. Il va évaluer pendant la formation si tout se déroule bien. Après la formation, c'est l'évaluation à froid. On va mesurer les écarts par rapport aux effets attendus et éventuellement, on va constater des effets dérivés, des effets secondaires. Côté RH, en amont de la formation, c'est qui va bénéficier de l'action de formation. C'est l'évaluation des prérequis. On va définir par des tests de niveau, des quiz, des observations, des mises en situation, quelles sont les catégories de stagiaires qu'on va mettre en formation et évidemment, on va décliner un programme de formation détaillé. Pendant la formation, ce sera l'évaluation à chaud, c'est-à-dire que le RH va s'intéresser à comment se déroule la formation au niveau des savoirs. Est-ce que les savoirs visés dans le programme sont bien délivrés? Et est-ce que le stage se déroule bien, comme il était prévu? C'est la plus réalisée, c'est l'évaluation en rapport avec les objectifs RH. Après la formation, le RH va s'intéresser à la sanction de la formation, c'est-à-dire c'est la validation. Est-ce que c'est un diplôme, un titre, une certification, une démarche de VAE? C'est qu'est-ce qui va se passer après la formation. On va évaluer est-ce que le salarié a bien été adapté à son poste de travail. Si c'était une formation dans le cadre d'une reconversion, est-ce que la formation a permis au salarié de se reconvertir? C'est après la formation. Puis le dernier point, au niveau de la qualité, c'est tout simplement le cahier des charges. C'est-à-dire, en amont de la formation, on va faire un cahier des charges qui va prévoir toute la logistique, le déroulement, le dispositif, l'ingénierie financière, le financement. Tout cela est normé, c'est le cahier des charges. Et puis enfin, le dernier point qualité après la formation, c'est les stagiaires ont-ils appliqué, mis en pratique ce qu'ils ont appris en formation? Et les managers sont-ils satisfaits du retour des stagiaires? Ont-ils mis concrètement en application ce qui était prévu dans la formation? Ça, c'est la partie qualité. J'adhère à tout ce que vient de dire Thierry, mais je voudrais ajouter qu'il est réellement essentiel de construire le dispositif d'évaluation en même temps que le dispositif de formation et que ce dispositif fasse partie intégrante du dispositif de formation et qu'on y associe les stagiaires aussi. Et ils ont une part importante et qu'eux-mêmes arrivent à définir une progression tout au long de la formation et surtout qu'on associe dans le dispositif de formation le dispositif de transfert et le dispositif d'évaluation qui continue. On conçoit souvent des évaluations comme des choses qui sont indépendantes les unes des autres, alors qu'en fait c'est un continuum. Et qu'en est-il de l'évaluation des compétences collectives dans le cadre d'une formation
intra-entreprise? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation collective des compétences n'est pas la somme des compétences individuelles acquises. Ça, c'est le premier point. Alors, sur l'évaluation collective, eh bien, elle peut se faire de différentes manières. Ça va être l'échange de savoir qui doit être organisé au niveau de l'entreprise. Je dirais que pour ma part, c'est le développement de la cohésion des équipes. Là, on rejoint le problème plutôt la fonction du management. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une formation, il doit y avoir un travail de management organisé dans l'entreprise par les managers ou la DRH ou le service formation, de manière à justement faire vivre cette compétence collective au sein de l'entreprise pour, citer des exemples, développer par exemple des minorités sur des sujets comme le handicap, la RSE, l'intégration des seniors, le tutorat, valoriser certains dispositifs de formation et valoriser ce qui a été appris en formation. C'est l'accompagnement post-formation. Et pour moi, cet élément-là, la mise en œuvre des compétences collectives passe par l'expérience, l'échange de bonnes pratiques, les réseaux sociaux, mais tout ça doit être organisé dans l'entreprise. C'est-à-dire que les individus par eux-mêmes ne vont pas y aller, mais pour qu'il y ait vraiment une évaluation des compétences collectives, il faut que ça soit travaillé, que ce dispositif d'évaluation fasse partie des dispositifs d'évaluation qu'on a cités tout à l'heure. C'est un dispositif en soi, mais qui nécessite une implication du management. Et pour la majorité d'entre nous, il paraît assez simple et facile d'évaluer les compétences individuelles des collaborateurs grâce à des tests, grâce aux entretiens annuels ou à certaines situations de travail. Mais selon vous, qu'en est-il réellement ? De l'évaluation donc en situation de travail, et c'est vrai qu'on s'intéresse très souvent aux résultats, alors qu'en fait, il faut aussi s'intéresser aux démarches. Quelles sont les démarches qui sont réellement mises en œuvre pour pouvoir appliquer dans la situation de travail les acquis, les savoir-faire. Certaines personnes savent très bien faire les choses en dehors de l'action du travail, pendant la formation, et après, dans le transfert, c'est un petit peu plus délicat. Donc on a tous les outils, toutes les démarches de l'analyse du travail qui nous permettent de savoir comment une personne va comprendre ce qui lui est demandé, donc la tâche prescrite, l'analyser, rechercher dans ses ressources, savoir par quelle méthode elle va pouvoir transférer, appliquer et obtenir le résultat, et tout au long de son exécution, vérifier par une attitude réflexive qu'elle est sur la bonne trajectoire. Donc nos systèmes d'évaluation devraient intégrer un petit peu plus de ces méthodologies pour se consacrer et surtout s'améliorer dans le développement de la formation et apporter des solutions correctives pour obtenir un retour sur investissement beaucoup plus rapide. De la même manière, donc, nous avons les neurosciences qui nous donnent un certain nombre de capacités qui nous disent qu'il faut avoir, par exemple, une flexibilité mentale pour pouvoir changer ses représentations et progresser plus rapidement. Également, savoir planifier, avoir une certaine attention. Donc, toutes ces capacités qui facilitent les apprentissages et le transfert sont à cultiver et sont à préparer et doivent faire aussi partie intégrante de la formation. Et pour aller un peu plus loin dans l'évaluation des compétences individuelles, la certification, qui on le sait est une démarche très prisée à l'étranger, est-elle un moyen de garantir les compétences ? Alors, les parcours de formation qualifiants, certifiants permettent effectivement de garantir un niveau de connaissance et de compétences acquises en termes de savoir. La certification des compétences varie selon si on vise un diplôme qui valide une fin d'études ou si on vise une certification, un titre qui va valider l'acquisition d'un acte professionnel à travers l'acquisition de savoir pendant la formation. La VAE, par exemple, va participer, est un outil qui va aider à évaluer concrètement les compétences, puisque là, c'est l'individu lui-même qui va s'auto-évaluer, souvent qui va participer plutôt à son constat de compétences, et souvent sans le savoir. C'est-à-dire qu'il a des compétences, il ne le sait pas, et il va les mettre en exergue lui-même, et l'aboutissement, l'évaluation finale sera la VAE. Je voulais rappeler par rapport à ça qu'une action de formation est imputable dès lors qu'elle prévoit des objectifs et des modalités d'en apprécier les résultats. Donc l'appréciation des résultats, évidemment, permettra d'évaluer les compétences acquises. C'est un moyen pour le faire. Et vous, Pascal, un mot sur la certification ? La certification, ce qu'on peut dire, que c'est une démarche qui est réellement associée
à certaines pratiques dans certains métiers, donc on peut penser au bâtiment, mais on peut aussi penser aux pilotes de ligne qui doivent être certifiés pour pouvoir piloter un type d'appareil et pas un autre. Donc c'est une démarche qui fait partie intégrante des pratiques professionnelles. On peut penser à la qualification soudure et le CACES aussi, différentes choses. Ce qu'on peut dire, c'est que la certification va permettre de garantir aussi un niveau de sécurité, pas seulement un niveau de compétence. Donc, c'est aussi un élément qui permet d'assurer pour l'entreprise donc un niveau de qualité production. Pour les salariés, se mettre dans une démarche de certification, Thierry vient de parler de la VAE, c'est un petit peu la même chose. C'est se remettre en question, c'est se poser des questions par rapport à ses propres compétences. On a des compétences qu'on utilise tous les jours, et puis d'autres un petit peu moins souvent. Donc, pour les compétences qu'on utilise un peu moins fréquemment, le fait d'être certifié tous les 2 ans, tous les 3 ans, ou de se mettre dans cette démarche-là, c'est vouloir progresser. Donc, quelque part, c'est de l'amélioration continue. Si on est dans cette démarche d'évaluation continue, de progrès continu, c'est que l'évaluation ne doit pas être définitive. C'est un moyen de progresser. Donc, si c'est un moyen de progresser, ça veut dire qu'il faudra y associer des moyens de correction, d'amélioration, si le résultat souhaité n'est pas obtenu. Si globalement tous les acteurs, comme Thierry vient de le dire, s'associent dans ce progrès global, à ce moment-là, c'est même une possibilité de réduire certains mal-être au travail, des risques psychosociaux. Un mot peut-être pour clore cette discussion et pour ouvrir le débat. Alors on le voit, il est finalement très difficile de mesurer l'investissement total et calculer le ROI total de l'action de formation. Moi, je poserai la question de qui veut vraiment évaluer. Si on est au niveau de la direction générale de l'entreprise, elle veut un retour sur investissement purement économique. C'est combien la formation a coûté, combien elle a produit, notamment en termes de chiffre d'affaires, par exemple. Le DRH veut avoir un retour sur investissement par rapport à l'acquisition des compétences des salariés. Est-ce que la formation a permis d'adapter les salariés au poste de travail pour répondre notamment à l'obligation juridique de l'employeur de former ses salariés. Les partenaires sociaux, eux, vont évaluer l'action de formation par rapport à la sécurisation des parcours. Est-ce que la formation a permis de développer des compétences transférables, rendre employables les salariés? Le manager, lui, va vérifier, il va vouloir que l'action de formation ait apporté des gains de productivité, améliorer la production de ses salariés. Les salariés eux-mêmes, enfin, l'évaluation, ça sera l'acquisition du diplôme, d'une certification, pourquoi pas une progression de salaire dans l'entreprise, et puis tout simplement le développement de leurs compétences. Bien évidemment, la somme de ces différents types d'évaluation est cumulable et permettra vraiment de mesurer l'investissement de la formation. Et vous, Pascal, un mot de conclusion ? Sur le ROI d'une formation, donc il est vrai, s'il est difficile de calculer le ROI global d'action de formation, il ne faut pas pour autant ne pas évaluer. Donc ça ne doit pas être un frein. Si on conçoit, comme on l'a dit tous les deux, le dispositif d'évaluation en même temps que le dispositif des formations et que celui-ci est une partie intégrante et que les bons indicateurs sont posés, à ce moment-là, on aura la certitude d'avoir un gain minimum, un retour sur investissement minimum posé par ces indicateurs-là. Et puis si on gagne plus par ailleurs, des effets induits, on en a parlé au tout début, eh bien tant mieux. Ce qu'il faut faire, c'est, je crois, se placer en bon investisseur. Une démarche d'investissement, développer ses compétences, c'est une obligation, il y a la concurrence, donc on ne peut pas se permettre d'être moins performant. Donc il faut investir. Tout investisseur financier se doit d'investir en permanence. S'il n'investit plus, il renonce à gagner de l'argent. Eh bien nous, en termes de compétences, il ne faut pas renoncer à être plus compétent. Voilà. Très bien, merci à vous deux pour vos éclairages respectifs. Et puis on se retrouve tout de suite pour un chat avec Thierry et Pascal. Merci. Avec plaisir.